Un des gros problèmes historiques de l'échantillonnage, c'était que c'était pas facile de prélever un échantillon aléatoire. Alors, on avait recours à des tables de nombres aléatoires, et ainsi de suite. Ça pouvait être compliqué. Bon, de nos jours, c'est pas trop un problème. On a des logiciels, comme par exemple Excel, R, SAS, Python, ce que vous voudrez, qui peuvent générer des nombres qui sont pseudo-aléatoires, qui ont des propriétés dont on s'attendrait qu'une suite de nombres aléatoires aurait, même si ce n'est pas vraiment des nombres aléatoires, on l'a mentionné, c'est un truc algorithmique, c'est pour ça qu'on peut choisir un seed en R puis s'assurer qu'on a toujours le même échantillon qui ressort là, pour la réplicabilité, mais fait que c'est facile maintenant de prélever des échantillons aléatoires simples à même une population de taille N majuscule, un échantillon de taille N minuscule, en supposant qu'on a une base de sondage qui est appropriée. Mais il est toujours possible qu'en faisant un échantillon aléatoire simple, l'échantillon réalisé ne soit pas représentatif de la population. Un échantillon aléatoire simple de pays qui ne contient pas la Chine ou l'Inde, par exemple, ne sera pas super utile si on s'intéresse à estimer la population moyenne, ou on cherche un estimé de la population moyenne des pays de la planète ou la totale de la population. Écoutez, il y a 185 pays en 2011 ou 185 pays dans l'ensemble de données Gapminder. On prend un échantillon de taille 10. Il y a de fortes chances qu'on n'ait pas cherché la Chine ou l'Inde. Il y avait une méthode à l'époque, le plan d'échantillonnage systématique, qu'on utilisait surtout parce que c'était difficile de bien choisir des nombres pseudo-aléatoires, mais qui était aussi utile parce qu'il pouvait nous assurer ou nous aider à augmenter les chances qu'on ait un échantillon qui est représentatif de la population. L'idée est la suivante. On prélève un échantillon systématique 1 parmi M majuscule de taille N minuscule ou encore de taille N plus 1, là, ça dépend de la taille de la population, en provenance d'une liste ordonnée de taille N majuscule de la façon suivante. On commence par déterminer la partie entière de N majuscule divisé par N. N majuscule, c'est la taille de la population. N minuscule, c'est la taille recherchée de l'échantillon. Fait que M majuscule, pour nous, ça va être la partie entière, le plancher de la fraction N majuscule divisé par N minuscule. Ensuite, on choisit de manière aléatoire un entier gamma parmi les entiers 1, 2, 3 jusqu'à M majuscule. L'échantillon Y, ça va être l'échantillon des valeurs de la population qui correspond aux unités suivantes. On va commencer par la gamma-m unité. Ensuite, on va voir gamma plus m. On prend cette unité-là. Gamma plus 2m jusqu'à gamma plus n-1 fois m. Ça nous fait un total de n unités. Puis si ça se trouve que gamma plus n minuscule fois m majuscule est plus petit ou égal à la taille de la population, ben on aura une n plus unième unité qu'on ira chercher, l'unité gamma plus n fois m majuscule. Là, vous allez me dire, mais comment est-ce que ça garantit qu'on a un échantillon représentatif? Si les unités de la base de sondage sont ordonnées, par exemple, en augmentant un ordre croissant pour certaines variables qui pourraient être liées avec la variable réponse d'intérêt, ben là, on s'assure d'avoir un échantillon qui comporte des unités avec tous les niveaux possibles de la valeur réponse. Bon, d'accord, supposant que l'association entre la variable selon laquelle on ordonne les unités de la population puis la variable réponse, là, que la corrélation soit forte. Une base de sondage, une fois qu'elle est ordonnée,
suppose que l'ordre dans lequel les unités se retrouvent est fixe, ben, il y a seulement M différents échantillons SYS, des échantillons systématiques de taille N ou encore de taille N plus 1, dépendamment du cas, que vous pouvez choisir. Fait que ça minimise le nombre total d'échantillons qui peuvent être choisis. Et puis, avec un petit peu de chance, ça vous garantit une représentativité. Vous assurez de choisir des unités dont la réponse fait le gamut des valeurs possibles. Alors, voici un exemple d'un échantillon systématique 1 parmi 4. J'ai commencé par choisir un entier au hasard entre 1 et 4. Je trouve que j'ai choisi l'entier 2 au hasard ici. Et là, je prélève toutes les unités qui suivent. J'ai celle-là, 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 et ainsi de suite. 2, 2 plus 4, 2 plus 2 fois 4, 2 plus 3 fois 4, 2 plus 4 fois 4, 2 plus 5 fois 4, et ainsi de suite. Et il y aurait seulement 4 échantillons possibles. Il y a l'échantillon qui est ici. Il y aurait pu avoir aussi l'échantillon qui se retrouve en rouge ici. Ou encore, possiblement, l'échantillon en rouge ici. Ou finalement, l'échantillon en rouge ici. Alors là, ça seulement 4 échantillons. Si je prends des échantillons systématiques 1 parmi 4, si je sais que j'ai 64 observations et que je veux que chacun de mes échantillons ait une taille 16, ben, il y a seulement 4 échantillons systématiques, une fois qu'on a ordonné la base de sondage. Retournons à notre ensemble de données Gapminder. On a des renseignements socio-économiques sur 185 pays, entre autres en 2011. On s'intéresse à l'espérance de vie et la population moyenne des pays de la planète. On va modifier le code un peu là, pour avoir accès aux données. On va aller chercher le pays, l'espérance de vie, la population en 2011. Il y a 185 unités dans l'ensemble de données. On va s'intéresser à prélever un échantillon systématique de taille 20, mettons. Dans ce cas-là, puisque j'ai 185 unités et que je veux un échantillon de taille 20 ou potentiellement de taille 21, l'entier M, ça va être, c'est le plancher de N majuscule sur N, c'est 9. Puis le vecteur des observations d'intérêt pour nous, ça va être 0, 9, 18, 27 et ainsi de suite. Ça, c'est le vecteur qu'on va ajouter au nombre aléatoire qu'on va choisir entre 1 et 9. Il y a vraiment 9 échantillons différents, supposant que les unités apparaissent en ordre alphabétique de pays. Puis ici, l'ordre, ça va être en anglais l'ordre alphabétique des pays. Fait que ce petit morceau de code-là va aller vous chercher l'espérance de vie moyenne pour chacun des 9 échantillons. L'échantillon qui commence avec la première unité, la 10e, la 19e, la 28e, la 37e et ainsi de suite. Sa moyenne, c'est à peu près 71 et demi. L'échantillon qui commence avec la 2e unité, la 11e unité, la 20e unité, la 29e unité, et ainsi de suite. La moyenne de l'espérance de vie, c'est un petit peu plus que 72, peut-être 72,3, et ainsi de suite. Fait que j'ai 9 échantillons, puis voici les 9 moyennes de l'espérance de vie parmi mes 9 échantillons. C'est la même chose, je fais la même chose sur la population, j'obtiens 9 moyennes de population. Évidemment, vous sauriez identifier, avec ces graphiques-là, l'échantillon qui contient la Chine et l'échantillon qui contient l'Inde, étant donné les populations beaucoup plus élevées de la Chine et de l'Inde. On s'attendrait à ce que ce soit ces deux échantillons-là ici, l'échantillon numéro 5, l'échantillon numéro 8,
qui vont contenir la Chine ou l'Inde. Puis bon, ben, je peux pas vraiment garantir exactement lequel ça serait, mais étant donné les populations, je pourrais peut-être m'attendre à ce que la plus élevée ici que l'échantillon numéro 5 contienne la Chine, puis l'échantillon numéro 8 contienne l'Inde. Ce serait une possibilité. Là, vous allez me dire, ouais, mais ces échantillons-là, je veux dire, c'est pas. Ils ont toutes des espérances de vie assez différentes, puis des populations moyennes assez différentes. Qu'est-ce qui se passe si je change l'ordre dans lequel les pays sont énumérés? Alors, si j'énumérais mes pays en fonction de la population, bon, là, vous allez me dire, si je connais déjà la population, j'ai pas besoin de faire de l'échantillonnage. Peut-être qu'en pratique, ce qu'on ferait, c'est on ordonnerait les données en fonction de la population de la dernière fois qu'on a vérifié. Peut-être en 2008 ou en 2006 ou en 2000. On s'attendrait à ce qu'il y ait une corrélation assez forte entre la population en 2000 et en 2011, par exemple. Ça pourrait peut-être nous être utile. Mais à la condition, on va redonner l'ensemble de données avec la population de 2011. Et puis, je vais répéter le même exercice. Je vais aller chercher l'espérance de vie et la population moyenne pour chacun de mes 9 échantillons. Fait que j'ai 9 échantillons, des espérances de vie qui sont un petit peu plus constantes. Si vous voulez remarquer qu'il y en a une ici là, qui est vraiment très jolie. Puis la population, j'ai des trucs qui sont plus ou moins constants, plus mes deux valeurs aberrantes. Encore une fois, la Chine et l'Inde ne se retrouvent pas dans le même échantillon. Ces valeurs-là ont l'air d'être constantes, mais c'est seulement parce qu'il y a les deux valeurs aberrantes ici qui aplatissent le restant du graphique. Si c'était laissé par eux-mêmes, on n'aurait pas nécessairement quelque chose de parfait. Mais la présence d'une valeur aberrante vient changer les choses un peu, non? Puis surtout la présence de deux valeurs aberrantes. Si on ordonnait selon l'espérance de vie, on aurait des trucs qui sont plus ou moins semblables. En général, s'il y a une corrélation entre le rang de l'unité dans la base de sondage puis la valeur de la variable d'intérêt, la variance d'échantillonnage de l'estimateur systématique va être plus faible que celle de l'estimateur EAS. Parce que l'échantillon va être plus propice à être représentatif de la population. S'il n'y a pas de corrélation, l'échantillon systématique, c'est en pratique un échantillon aléatoire simple, puis les variances d'échantillonnage sont comparables. Dans ce cas-ci, un échantillon systématique a autant de chances d'être représentatif de la population qu'un échantillon aléatoire simple. Mais il faut faire attention parce que ça se pourrait que le pas M majuscule soit aligné avec une périodicité des valeurs de la variable d'intérêt. Si c'est ça qui arrive, on a le contraire. La variance d'échantillonnage d'un échantillon systématique serait plus large que celle d'un échantillon aléatoire simple, parce que dans ce cas-là, le systématique serait moins représentatif de la population qu'un échantillon aléatoire simple. Mettons que j'ai toutes mes unités avec les valeurs suivantes, puis là, je prends un échantillon systématique là-dedans. Cet échantillon-là est assez représentatif de la situation. Le pas n'était pas aligné avec des périodicités dans les unités de la population. Mais voici un échantillon systématique aussi qui a été choisi, ou un échantillon aléatoire, pardon, qui a été choisi. Puis il se pourrait que l'échantillon aléatoire, même si on pense qu'il est supposé être complètement représentatif, mais on tombe sur seulement les valeurs du départ. Pas toutes les valeurs, mais certaines valeurs du départ. Et là, la variable Z, qui est la valeur qui nous intéresse, la caractéristique de réponse qui nous intéresse, si on sert seulement de cet échantillon aléatoire-là, on n'aurait pas une bonne estimation parce que l'échantillon n'est pas représentatif. Comparez ça à ce qui se passe ici. C'est une situation comme la suivante. Un échantillon aléatoire simple, puis un échantillon systématique pourrait être complètement différent. Ici, j'ai un échantillon aléatoire simple. Ce qu'on ne s'est pas rendu compte dans la façon dont les données
sont données ici, c'est qu'en fait, il y a un patron. Ils apparaissent avec un genre de périodicité. Et là, on ne s'en est pas rendu compte de la population en général, puis notre échantillon systématique n'est pas représentatif, parce qu'il a capturé une certaine périodicité dans l'ensemble de la population. Il faut faire très attention si on utilise un échantillon systématique. Il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de cyclicité ou de périodicité dans la population. Puis qu'on pourrait avoir une bad luck puis tomber sur un échantillon qui n'est pas du tout représentatif. Encore quelque chose qui ressemble à ça. Mettons qu'il y avait 5 paliers de population, puis on fait un échantillon systématique à chaque 5 observations, bien, on ramasserait seulement les observations du palier du milieu. Puis ça ne ferait pas de superbes estimations, puisque l'échantillon ne serait pas du tout représentatif de la population dans son entièreté. Il serait représentatif, remarquez, du palier du milieu. Là. Ben, si l'ordre dans lequel les unités sont énumérées dans la base de sondage, si cet ordre-là est aléatoire, c'est pas toujours facile de démontrer que c'est bien le cas, on peut considérer que l'échantillon systématique, c'est un échantillon aléatoire simple de taille n minuscule. Dans ce cas-là, tout ce qu'on a fait au chapitre 2 pour les échantillons aléatoires simples, ça demeure valide. On a une variance d'échantillonnage, ça serait un estimateur qui serait non biaisé, ce serait tout simplement la moyenne des valeurs dans notre échantillon. Et puis la variance d'échantillonnage, c'est exactement celle qu'on obtiendrait avec la formule S au carré divisé par n fois 1 moins n sur n, ou dans ce cas-ci, ben, S au carré, la variance empirique systématique, ce serait tout simplement 1 sur n moins 1 fois la somme du carré des observations moins la moyenne qu'on a calculée ici. L'intervalle de confiance, on le calcule exactement de la même façon. On estime le total, on fait l'estimation du total encore une fois de la même façon. Le total, selon le plan systématique, ce serait le nombre d'unités fois la moyenne systématique, puis ça se trouve à être n majuscule divisé par la somme des YI sur le nombre d'unités dans l'échantillon. Ça reste un estimateur sans biais du total, puis la marge d'erreur, c'est exactement ce qu'on s'attendrait à voir. Là, je prends la peine d'écrire S carré SIS, mais c'est vraiment la variance empirique qu'on calculait si c'était tout simplement un échantillon aléatoire simple. Puis l'intervalle de confiance est exactement ce qu'on s'attendrait à voir. C'est la même chose pour la proportion. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend la peine d'avoir un chapitre sur l'échantillonnage systématique? Parce qu'en pratique, l'échantillonnage systématique, c'est équivalent à un échantillonnage par grappe où vous choisissez une seule grappe, puis chaque grappe correspond à un des échantillons systématiques, un parmi M. Fait que l'expression qui représente la moyenne par grappe, c'est un estimateur biaisé de la moyenne de population mu, si ça se trouve que les tailles de chaque grappe sont différentes. Ça se pourrait que les tailles soient semblables aussi. Là. Les tailles des grappes, ça va être n ou encore n plus 1. Si pour avoir un biais, ça ne sera pas un biais énorme. Si la taille moyenne des grappes, on la dénote par n bar, encore une fois, n majuscule sur n majuscule, la variance d'échantillonnage, c'est la formule qu'on a vue auparavant. Puis là, ça nous permet de calculer l'intervalle de confiance de mu à environ 95%, comme on l'avait fait auparavant. La moyenne par grappe, plus ou moins 2 fois la racine carrée de la variance d'échantillonnage de la moyenne par grappe. Puis là, si vous ne connaissez pas la taille moyenne des grappes, vous la remplacez par la moyenne empirique des grappes. Ça a l'air simple tout ça. Je veux dire, vous faites la même chose pour le total. Vous pouvez le calculer selon NY bar G
ou encore M, Y bar T, dépendamment de si vous connaissez le nombre d'unités dans la population ou pas, puis vous avez les variances d'échantillonnage. C'est la même affaire. Fait que ça a l'air simple. Sauf que, il y a un problème ici. Et le problème qu'on a, c'est qu'on a prélevé seulement une grappe. N bar, c'est la même chose que N. Potentiellement N plus 1, ça peut être près de N. Mais on ne peut pas vraiment calculer la variance empirique sigma carré G puis sigma carré T parce que dans le calcul de la variance empirique, on doit diviser par M moins 1. Puis M, pour nous, c'est égal à 1. Fait qu'on sera en train de diviser par 0. Fait que là, ça ne marche pas, ces trucs-là. Ben, ce qu'il faut faire, supposant qu'on ne peut pas traiter un échantillon systématique comme si c'était un échantillon aléatoire simple, pour quelque raison que ce soit là, ce qu'il faut faire, c'est prélever des échantillons systématiques additionnels. Fait qu'on ne prélève pas qu'un seul échantillon systématique, on en prélève plusieurs, on en prélève M, plus grand que 1, et là, on traite toute la situation comme si on travaillait avec un échantillon par grappe.